Bonjour à tous, je suis Caroline Bindel, ravie de vous accueillir dans Cité Radieuse. Alors Cité Radieuse, c'est quoi ? Une rencontre, une conversation avec des personnes venant d'horizons très divers mais qui ont en commun de faire rayonner une ville, Marseille. Elles y vivent, y ont vécu ou tout simplement l'aiment pour ce qu'elle a à offrir. Marseille est lumineuse, bouillonnante, arlequinée, agitée. On l'aime autant qu'on la déteste, parfois seulement. Aujourd'hui, mon invité est l'ancien maire de Marseille, Jean-Claude Gaudin. J'ai un principe dans Cité Radieuse, je ne reçois pas de femmes ni d'hommes politiques. J'ai donc attendu que Jean-Claude Gaudin ne soit plus maire de Marseille pour lui tendre mon micro. Et j'espérais parler de tout avec lui, de tout, sauf de politique. C'est raté. Car on ne consacre pas sa vie à la politique par hasard. Jean-Claude Gaudin a vécu pour elle et pour Marseille. Et on ne change pas les rayures du zèbre. C'est un grand honneur pour moi d'avoir passé un moment avec cet animal politique. Sa voix si caractéristique, son accent chantant et ses anecdotes vous emporteront, j'en suis sûre. Jean-Claude Gaudin est un personnage. Son nom est intrinsèquement lié à Marseille, avec laquelle il a vécu une magnifique histoire d'amour pour le meilleur et pour le pire. Je vous souhaite une bonne écoute. C'est bon ? C'est bon. C'est parti. Monsieur le maire, Jean-Claude Gaudin, merci 1000 fois de m'accorder un peu de votre temps. Ce podcast, Cité Radieuse, met en lumière celles et ceux qui font rayonner Marseille, sans jamais donner la parole aux politiques. Voilà, donc j'ai attendu sagement que vous ne soyez plus le maire de cette ville pour vous tendre mon micro. Alors je pose souvent les mêmes questions à mes invités, je leur fais parler de leur Marseille, et face à vous, c'est un peu étrange, tant vous êtes viscéralement lié à cette ville, mais tant pis, allons-y. Jean-Claude Gaudin, si je vous dis Marseille, qu'est-ce qui vous vient spontanément à l'esprit ? Marseille est une ville-port, c'est une ville d'accueil, c'est une ville qui maintenant compte 870 000 habitants, avec une mosaïque extraordinaire. Et bien entendu, personnellement, j'ai beaucoup tenu pendant mes années de mandat à que cette ville soit ouverte, mais fraternelle, généreuse, accueillante, et j'ai essayé de développer son économie et de faire toujours reculer le chômage. Alors aujourd'hui, vous publiez vos mémoires. Maintenant, je vais tout vous raconter chez Albin Michel. Je vais reprendre certains passages pour mener cet entretien. Alors dans ce livre, il est beaucoup question de Mazargues, où nous nous trouvons aujourd'hui. Vous y consacrez un chapitre. C'est votre quartier, là où vous êtes né, là où vous vivez encore. Quelle a été votre enfance marseillaise dans ce quartier ? Bon, mon enfance, c'est une enfance tout à fait familiale. C'est presque la fin des hostilités et de la guerre. C'est quand même le bombardement du 27 mai où à Marseille il y a eu quand même 4000 morts. Le souvenir des goumiers à cheval rentrant dans le quartier de Mazargues, bon, ça c'est ce qui m'a frappé lorsque j'étais encore tout jeune. Ensuite, eh bien, c'est l'éducation normale et c'est aussi le patronage. C'est aussi autour du clocher de l'église que beaucoup de choses se faisaient. On allait au patronage et là, j'ai eu les fréquentations d'abord avec mes collègues, mes amis de jeunesse et puis un peu sous l'autorité de l'église à cette époque-là. Tout ça m'est resté d'ailleurs. Alors, vous reparlez du bombardement. Je pense que dans le livre, vous l'évoquez. Avec votre père, votre mère, vous vous êtes mis dans certains coins. Voilà, mon père, dans cette maison, mon père, qui était artisan maçon, avait dit, si jamais le bombardement vient jusqu'ici et que la toiture soit emportée, ce qui résiste, ce sont les angles de la maison. Donc, il nous avait demandé à ma mère, à moi et à lui-même de se tenir dans les angles de la maison. Mais le bombardement avait lieu du côté du boulevard National, là-bas, ce qui fait que c'est quand même à plus de 4 kilomètres d'ici. Donc, nous n'avons fait qu'entendre. Dieu merci, ici, il n'y a pas eu de mort. Alors, vous évoquez votre itinéraire et vous dites, je cite, « celui d'un adolescent puis d'un homme pour lequel la réussite politique et sociale semblait a priori exclue ». Venant de ce milieu modeste, vous pensiez que cette carrière vous serait inaccessible ? Ah ben, bien entendu, je n'y pensais d'ailleurs pas. Simplement, j'avais envie, parce que c'était l'éducation que j'avais reçue, d'être un peu au service des autres, de m'engager. Donc, je me suis finalement engagé.
Mais ensuite, lorsque je suis arrivé au Parlement, j'ai vite constaté les choses. Ceux qui sont riches, ceux dont le papa a pu être déjà parlementaire, ceux qui ont fait les grandes écoles, l'ENA, Polytechnique ou autres, et qui étaient élus députés, en même temps que moi, avaient un avantage certain. Ils connaissaient les mécanismes, ils connaissaient les rouages, tandis que moi, j'avais fait un parcours plutôt différent. Et donc, j'ai constaté cela. Comme j'ai constaté ensuite, à peu près à la même époque, que les députés anciens, certains étaient riches, même dans le parti auquel j'appartenais, considéraient que les députés du sud de la France, on les appelait les députés pizzaiolo. Bon, c'était pas très sympathique, c'était pas très agréable, même si on n'a rien contre les fabricants de pizza. Alors, vous avez choisi l'enseignement dans un premier temps, on le sait, vous êtes devenu professeur d'histoire géo au lycée Saint-Joseph, où vous aviez vous-même étudié. Vous y êtes resté 15 ans, vous avez adoré ça, enseigner. Oui, j'ai beaucoup aimé ce métier, parce que c'est un métier de liberté. C'est un métier où on n'a pas de contrôle excessif. Bien sûr, il y a les inspecteurs d'histoire et de géo qui sont venus m'inspecter à plusieurs reprises, mais c'est un métier de liberté. Et j'ai été très heureux de faire ce métier jusqu'au jour où je suis devenu député, parce que je suis devenu député assez jeune. Je suis devenu député, j'avais 38 ans. Donc j'ai à ce moment-là quitté l'enseignement. Et comme j'ai été perpétuellement réélu, je n'ai pas eu à y retourner. Alors, dans le même temps, à 25 ans, vous entrez au conseil municipal de Marseille. Vous écrivez « J'achète un costume pour l'occasion afin de faire bonne figure au sein de l'Assemblée. Je suis heureux, l'avenir m'appartient. » Et quel avenir ? À ce moment-là, on peut dire que vous chopez définitivement le virus de la politique ? Alors, effectivement, c'est dans ma vie politique ce qui compte le plus, cette entrée au conseil municipal. Parce que comme j'étais passionné par la vie politique, je suivais à travers la presse quotidienne, et vous savez qu'elle était diverse ici. Il y avait 3 quotidiens, un socialiste qui appartenait à M. Defer, un communiste, la Marseillaise, qui a demeuré, et un journal plutôt de droite qui s'appelait Le Méridional, qui avait été créé par les catholiques résistants après la Libération. Et donc, effectivement, je suivais l'activité et je me retrouve à l'époque, il n'y avait que 63 conseillers municipaux. Comme j'étais le Benjamin, le plus jeune, je siégeais à côté du doyen avant que le maire ne soit élu et prenne possession de son fauteuil. Et je regarde en face de moi, et il y avait toutes les personnalités marseillaises qui faisaient de la politique, quel que soit leur bord, ils étaient tous là. Et moi, tout d'un coup, je me découvre au milieu d'eux. C'est le jour qui m'a marqué le plus dans ma carrière politique, ce qui ne veut pas dire que je n'étais pas content d'entrer au Palais Bourbon, comme ensuite à la Haute Assemblée, au Palais du Luxembourg, et même en gravissant les marches de l'Élysée qu'on voit sans cesse dans les reportages de télévision, pour rentrer, pour aller siéger au Salon Murat lorsque j'ai été ministre. Et ces marches, nous les avons gravies ensemble quand on a apporté un petit globe à Nicolas Sarkozy. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Absolument, je me rappelle de tout cela, oui. J'ai eu l'occasion X fois d'aller à l'Élysée, même après, quand je n'étais plus ministre. Bien sûr. Alors, vous dites, ce livre témoigne d'une longue marche, d'une osmose avec ma ville. C'est véritablement une osmose. Vous êtes intrinsèquement lié à Marseille. C'est assez rare et c'est le cas dans peu de villes de France. Cette notoriété-là et le fait que le maire soit si rattaché à sa ville. Oui, bien entendu. Souvent, mes prédécesseurs, pas tous, mais n'étaient pas, c'est le cas de M. Gaston Defer, il n'était pas marseillais. Il est devenu, mais il n'était pas au moment de sa naissance. Il est clair que moi, j'ai mes origines ici, totalement. Donc je suis un authentique Marseillais. Vous savez que les journalistes parisiens brocardent volontiers les hommes politiques du sud de la France. Il paraît qu'à Marseille, on aurait un accent particulier, que d'après eux, on jouerait aux boules, on boirait du pastis et on mangerait l'aïoli ou la bouillabaisse tous les jours. Tout ça, vous savez bien que ce sont des images dites d'Épinal. Mais
C'est ça que les journalistes aiment bien caricaturer, alors que Marseille, c'est tout le contraire aussi. C'est la recherche scientifique, c'est les grands médecins et les grands professeurs de médecine, c'est les entreprises qui ont un succès énorme, comme Haribo, par exemple, ou encore d'autres. C'est toutes les transformations que le port a dû subir après les événements de l'histoire. Marseille a des qualités d'accueil, a des qualités de beauté de ses paysages. C'est autre chose que toujours la caricature parisienne, les kalachnikovs ou la drogue. Ça existe, hélas, mais ça n'est pas, Dieu merci, que ça. Il y a des clichés aussi très désagréables. Il y en a un qui vous a collé à la peau, le Marcel Pagnol de la politique. Ça vous a touché, ça? Non, pas du tout, parce que d'abord j'ai connu Marcel Pagnol, il m'a même dédicacé un livre quand j'étais dans l'enseignement, il m'a dédicacé Topaz, bien entendu. La subtilité de l'œuvre de Marcel Pagnol en littérature est considérable, et même à travers les films qu'il a pu faire, ce sont des choses très importantes. Alors évidemment, il y a Marius, Failly, César, il y a un peu de caricature, mais l'œuvre de Pagnol est subtile, et personnellement, j'étais favorable quand Jacqueline Pagnol et Roger Hanin sont venus me dire qu'ils voulaient refaire la trilogie. Je les ai mis en garde en disant la trilogie de Marcel Pagnol, un peu avant 1939 d'ailleurs, est une trilogie maintenant historique, bien que les acteurs n'étaient pas tous de grande qualité. Oran de Mazy, pour lui faire parler un peu avec l'accent provençal, il fallait en faire. Bon, et Marius, Pierre Freinet, aussi en accentuant. Bon, cependant, quand j'ai entendu toutes ces critiques, ça m'amusait parce qu'au Parlement, j'écoutais les gens qui venaient du Sud-Ouest, ou j'écoutais dans les discours les Alsaciens. On ne peut pas dire qu'ils n'avaient pas non plus d'accent. On ne peut pas dire, non. Alors, à 55 ans, vous êtes devenu le 42e maire de Marseille. Évidemment, à ce moment-là, vous ignoriez que ça allait durer 25 ans. Aujourd'hui, si vous vous retournez sur cette vie au service de Marseille, ça vous fait quoi? Ça me fait penser quand même, malgré tous les drames, toutes les difficultés que l'on peut rencontrer, il me semble quand même que c'est une ville qui s'est largement transformée. C'est une ville où, par le chantier d'Euroméditerranée, on a remodifié tout le quartier du port, tout le quartier de la Joliette. Bon, il y a mille et une choses. La ville, ça fait 24 000 hectares de superficie. Bon, tout ça s'est largement transformé, et sur les 24 000 hectares, nous avons plus de 10 000 hectares de protection, de zones boisées qui partent depuis les collines de l'Estac peintes par les grands peintres, qui vont à l'Étoile là-bas où il y a les trucs de la télévision, qui vont ensuite vers les collines de Marcel Pagnol et qui ensuite arrivent vers les Calanques. Toute cette zone est aujourd'hui d'ailleurs très prisée par les Marseillaises et les Marseillais. Et simplement aujourd'hui, on aurait presque envie de limiter un peu l'accession à tous ces lieux parce qu'ils sont très abîmés, parce que nos citoyens ne font pas toujours très attention à l'environnement. On sent la passion qui vous anime dès qu'on parle de Marseille, mais là, je vous ai dit, si vous vous retournez, il n'y a pas un sentiment de vertige? Vous avez consacré votre vie à cette ville, peut-être au détriment d'une vie personnelle plus apaisée. Oui, c'est sûr. C'est sûr, mais ça a été mon engagement, ça a été ma passion, c'est ce que j'ai voulu. Au fond, je ne regrette rien. Alors, je tente une comparaison hasardeuse avec une histoire d'amour. Dans une histoire d'amour, il y a des hauts, il y a des bas, des rabibochages parfois. Est-ce qu'il vous est arrivé d'être en froid avec Marseille, de moins l'aimer? Non, je ne crois pas. Toute ma vie publique, lorsque j'ai pu accéder aux fonctions de parlementaire, lorsque j'ai été ministre, j'ai passé le plus clair de mon temps en essayant de faire avancer les dossiers de Marseille. Alors, quelquefois, j'y suis arrivé, et quelquefois, non. Je suis arrivé avec Euroméditerranée, j'y suis arrivé avec le MUSEM. Ça a été 10 ans de bataille pour obtenir le MUSEM. Il a fallu transformer tous les autres musées de Marseille, etc., etc. Et puis, il y a des endroits où j'ai buté sur la centralisation parisienne, car la France est très administrée depuis Paris.
Et la Ve République n'a fait qu'accentuer ce centralisme malgré les tentatives de ceux qui ont voulu faire des lois de décentralisation. Prenons, si vous voulez, 3 exemples. Les hôpitaux de Marseille. Il y a 15 000 agents dans les hôpitaux de Marseille. Le directeur général est nommé par le pouvoir. Le directeur du port de Marseille est nommé par le pouvoir. Le directeur général d'Euroméditerranée est nommé par le pouvoir. Ça échappe totalement au contrôle du maire de Marseille, quel qu'il soit. Ouais, avant Gaudin, il y avait Defferre, et Defferre avait eu les mêmes difficultés. Bien sûr. Donc des hauts débats, mais vous n'avez jamais cessé de l'aimer. Je le pense. Vous consacrez un chapitre à la culture qui nous manque tant en ce moment. En 2013, Marseille a été capitale européenne de la culture, un projet porté pendant près de 10 ans en amont. Vous dites Marseille est la meilleure ville culturelle pour construire des passerelles entre les quartiers et des ponts entre les 2 rives de la Méditerranée. La culture, pour vous, c'est une des clés du vivre ensemble ? D'abord, personne ne croyait que nous serions capitale européenne de la culture en 2013. Je me rappelle des ricanements ici ou là. Bon, en fait, nous avions préparé notre dossier sérieusement et finalement, nous avons été retenus. Ça a donné un élan considérable. Nous avons fait des manifestations avec des milliers de gens. Et ça nous a permis d'engager des travaux assez forts. Un jour, Frédéric Mitterrand me dit, voilà, Jean-Claude, si vous restaurez le Palais Longchamp, moi je vous ouvre le Fort Saint-Jean. Imaginez bien que le Fort Saint-Jean n'avait jamais été ouvert aux Marseillais. Les 2 fortifications, Saint-Jean et Saint-Nicolas, faites par Vauban sur instruction de Louis XIV, non pas d'ailleurs pour se protéger des barbaresques, mais pour se protéger des Marseillais. Bon, on ouvre le Fort Saint-Jean, et ensuite on fera une passerelle qui relie le Fort Saint-Jean au Mucem. C'est un énorme succès. D'ailleurs, récemment, quand le Covid a frappé, au moment de Covid-1 et Covid-2, j'avais décidé de donner une avance financière sur le budget annuel à tous les acteurs culturels de Marseille. Et vous savez qu'aussi bien sur le théâtre, sur les équipes chorégraphiques, sur les musées, aujourd'hui, nous sommes dignes quand même de la 2e ville de France. Alors pendant des années, nous avons dû parer à un Marseille-bashing fatigant. Et désormais, cette ville a le vent en poupe et devient terriblement branchée. Je reprends un slogan, et il me semble avoir lu ça, une ville à faire rêver le monde. On y est là, ça y est, Marseille Oui, fait on rêver essaie. le monde. En tout cas, moi, j'aurais tout fait pour que ce soit ainsi. D'abord, sur les relations internationales que vous évoquiez tout à l'heure, il est clair que nous avons des accords de coopération, des jumelages d'amitié, des échanges avec tous les pays mitoyens de la Méditerranée. Bon, des échanges de personnel, des échanges culturels qui existent. Donc nous avons des liens tout autour de la Méditerranée. Mais je souhaitais aussi qu'on en ait vers l'Europe du Nord. On est jumelé avec Glasgow. On est depuis près de 50 ans jumelé avec Hambourg. C'est avant que je sois maire même. Bon, nous avons ces liens. Alors ce Marseille-bashing, on en est en partie responsable, nous les Marseillais. Vous parlez de la spécialité locale qui est de dénigrer. Je reprends vos termes. La capacité de Marseille à se dénigrer elle-même, ce goût des Marseillais à critiquer leur ville, à manquer de confiance en son avenir, en ses talents, en ses atouts. J'en parlais récemment avec un de mes invités qui est un néo-marseillais et qui m'a dit « ça y est, je crois que je suis devenu marseillais ». Tu sais pourquoi ? Parce que je critique Marseille, mais je ne supporte pas que des gens qui n'y vivent pas la critiquent. Oui. C'est ça être marseillais ? La critique, elle est naturelle chez les Français. Par conséquent, il ne faut pas faire attention. Alors difficile d'évoquer Marseille sans parler de l'OM. Vous êtes amateur de foot vous-même ? Non, je ne l'étais pas. Je le suis devenu. Mon père était un grand supporter de l'OM. Nous partions d'ailleurs de cette maison où vous êtes aujourd'hui quand il y avait les matchs et nous descendions à pied jusqu'au stade Vélodrome, puis il y avait toujours quelqu'un pour nous ramener ensuite en voiture. En 1995, lorsque je suis devenu maire, en même temps, l'OM était rétrogradé, injustement d'ailleurs, en 2e division, qu'il n'y avait plus l'époque tapis et qu'il n'y avait plus que des dettes d'ailleurs. Le tribunal a décidé qu'il fallait faire une société d'économie mixte et qu'elle soit présidée par le maire. Et donc, je suis devenu, en fait, président de l'OM sans l'avoir sollicité. Mais pendant 2 années, je me suis lié avec
l'administrateur à l'époque qui était là, Jean-Michel Roussier, avec les coachs successifs et avec des joueurs comme Jean-Christophe Marquet, comme Marcel Dib ou encore comme Éric Dimico qui pendant 12 ans ensuite sera effectivement adjoint au maire et qui fera merveille avec la jeunesse. Bon, là je me suis impliqué dans l'Olympique de Marseille. Mais au bout de 2 ans, j'ai indiqué au premier adjoint, M. Muselier, à l'adjoint au sport, le docteur Villani, nous ne sommes pas faits les hommes politiques pour gérer le football professionnel. Les sommes sont tellement considérables et ahurissantes que nous ne pouvons pas persister dans cette fonction. Et donc, sur la pointe des pieds, nous nous retirerons. Et là, nous avions eu 3 repreneur et on a finalement choisi Robert Louis Dreyfus. Alors il a été un adversaire politique et celles et ceux qui me suivent savent à quel point je rêve qu'il me parle un jour de son Marseille à lui, c'est Bernard Tapie. J'aimerais que vous m'en disiez un mot et un mot également de ce fameux 26 mai 93, jour où le cœur de Marseille a battu particulièrement fort et à l'unisson quand la coupe aux grandes oreilles est revenue au cœur du stade. Alors d'abord j'ai appris comme tout le monde l'agression contre Bernard Tapie et son épouse. Je suis scandalisé, outré qu'on ose procéder ainsi et j'espère que ces gens-là seront arrêtés et qu'ils seront largement condamnés. Toute ma sympathie, bien entendu, à Bernard Tapie. Avec Bernard Tapie, c'est un long parcours. Tantôt, nous avons été très opposés, c'était au régional de 92, et ensuite, les choses se sont aplanies normalement. Cet homme a apporté le succès au moment, vous l'évoquiez, où l'Olympique de Marseille en avait grand besoin. Et on lui doit cela parce que, en réalité, qu'est-ce que c'est que l'Olympique de Marseille ? C'est un facteur d'intégration de la population. À quel endroit vous rassemblez 40 000, 50 000 personnes dans un stade neuf que j'ai fait faire, bien entendu. Mais bon, à quel endroit ? Il n'y a que le stade Vélodrome, où vous avez toutes les couches sociales qui sont là, où tous les gens vibrent ensemble pour le succès d'une équipe. C'est ça, un exemple justement d'intégration des populations auquel moi je tiens beaucoup. Et ce 26 mai 93, vous avez un souvenir précis ou pas ? Non. C'était évidemment une fête digne de celle qu'on a connue il y a peu de temps sur les Champs-Élysées. Alors, monsieur le maire Jean-Claude Gaudin, 8 mois après la fin de votre dernier mandat avec prolongation, qu'est-ce qui vous manque le plus ? Écoutez, je m'étais préparé, bien entendu, au fait qu'un jour ça s'arrêterait. Donc, de ce côté-là, dans mon esprit, ma préparation était faite. Les 3 mois de plus que vous évoquez, là, cette prolongation, ça va être quelque chose où j'ai dû faire en sorte, grâce aussi au maire de secteur, grâce au professeur Didier Raoult, nous avons fait à peu près 117 000 tests au moment du premier Covid. Ensuite, on a acheté les masques. Ensuite, on a distribué les masques. Ensuite, surtout, nous avons eu une politique sociale très avancée. Tout cela s'est fait à peu près normalement. Donc vous vous étiez préparé et finalement il n'y a pas de manque particulier. Je me suis retiré à la fois, évidemment, des responsabilités, mais il m'arrive de me réveiller la nuit en pensant que je suis toujours responsable de tout. Voilà. Dans la série Si c'était à refaire, si vous aviez la possibilité de revenir en arrière et de changer le cours des choses, ce serait à quel moment ? À quel moment ? Je pense effectivement que la sécurité reste une préoccupation essentielle pour les Marseillaises et pour les Marseillais. Et par conséquent, quand je suis arrivé à la mairie, en 1995, il y avait 70 policiers municipaux. Il y en a aujourd'hui 450. Je n'ai pas voulu les armer immédiatement. On les a d'abord formés. Puis, on leur a attribué les armes non létales. Puis ensuite, avec l'accord du gouvernement, on les a armés d'armes normales, si je puis dire. La sécurité demeure en liaison avec l'État, parce que dans une ville,
quelle que soit la ville. C'est l'État qui est responsable de la sécurité des personnes et des biens. Mais la police municipale, lorsqu'elle est aussi exemplaire que celle de Marseille, apporte une aide et un complément à la police nationale. J'aurais aimé, avec la vidéoprotection, avec les caméras, j'aurais aimé en faire encore plus. Qu'est-ce que vous aimeriez que les Marseillaises et les Marseillais disent de vous ? J'aimerais que l'on dise un peu plus tard que j'ai été un bon maire. En tout cas, moi, j'ai consacré 25 ans de ma vie et bien des années avant de préparation pour cette ville. J'aimerais qu'on constate ce qui a été bien fait. Il y a beaucoup de choses qui ont été bien faites. Il y a beaucoup de choses qui sont imparfaites. Il y a beaucoup de choses qu'il faut continuer ou revoir. Mais j'aimerais qu'on dise, après tout, malgré les drames de la fin de mon dernier mandat, globalement, Gaudin a bien développé Marseille. Et il a toujours aimé Marseille. Pour finir sur une note légère, c'est un petit rituel. Quelle est votre expression marseillaise favorite ? Io m'en fouti, dirait l'opposant du Front National au Conseil municipal. Souvent, j'ai dit Io m'en fouti. C'est-à-dire que les critiques que je considérais comme violentes, comme très politiques, et ne reposant pas sur la réalité, j'ai dit ces critiques-là, je m'en fous, je vous le dis en provençal, io m'en fouti. Ça passe mieux en provençal. Merci mille fois, monsieur le maire. Merci pour ces confidences et bien sûr, merci pour Marseille. Je termine avec ces mots de vous qui résument tout parfaitement. Ma passion a toujours été pour une certaine ville du Sud, Marseille, un autre monde. Merci beaucoup. Merci à vous.